Quand je regarde comme ça, on me voit. Si je regarde comme ça, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit, on me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit plus. On me voit plus, on me voit. On me voit, on me voit plus. On me voit un peu, on me voit plus. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien. Merci pour le lurk. Par ces temps de grande chaleur, les salles de cinéma deviennent des endroits où on peut se réfugier pour être au frais. Parce que là, c'est pas possible ce temps. C'est... Oh, oh la vache. Enfin bon, écoutez, on est mercredi. C'est le jour des sorties cinéma. Pas tant de sorties que ça. Mais on va attaquer tout de suite parce que je sais pas, je réfléchis si j'ai des trucs à dire, mais non. Donc on va attaquer tout de suite, hop, avec un premier film Backrooms interdit au moins de 12 ans. Donc on le rappelle, hein, si vous êtes aux alentours de la tranche d'âge d'interdiction, pensez à votre justificatif d'identité. Ça fait avancer plus vite les files devant les caisses. Ça embête moins les caissiers, voilà. Donc essayez de prévoir ça. Backrooms, on regarde la bande-annonce. J'ai trouvé quelque chose. Dans le magasin. Ok. Qu'avez-vous trouvé? Un endroit. J'ai trouvé un endroit. Y a quelqu'un? Y a quelqu'un? Je sais que ça paraît dingue, mais c'est immense là-dedans. Je ne dis pas que je vous crois pas du tout.
Ok, je vais revenir ici avec des preuves. C'est bon, tu filmes? Ouais. Suivez mes instructions. Clark, c'est quoi ça? C'est ce que j'essaie de découvrir. Je passe toutes mes nuits ici depuis que j'ai trouvé cet endroit et j'avais encore jamais vu ces salles. On va y aller doucement. Oh putain. Remontez-moi, allez! Tu vois quoi? Toutes ces pièces, cet endroit les a construites. C'est comme un labyrinthe qui n'en finit pas. Par moments, j'ai peur de me perdre. Clark, vous m'entendez? Je comprends pas. Qu'est-ce que c'est? C'est magnifique. Pas vrai? Y a quelqu'un? Quelle ambiance. Les studios A24, encore une fois, hein, qui investissent depuis qu'ils avaient eu pas mal de prix à des Oscars, il me semble, qui vraiment explosent et deviennent investisseurs fous dans tout type de film. Et généralement, ils sont plutôt gages de qualité. Donc, c'est cool. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Un phénomène internet devenu film de cinéma. Avant d'être un long métrage produit par A24, Backrooms était une série de vidéos créée sur YouTube par Ken Parsons, alors âgé de seulement 16 ans. Son premier court-métrage conçu comme un simple test d'effets visuels est devenu viral en quelques jours. Face à l'ampleur du phénomène, plusieurs studios hollywoodiens se sont intéressés à cet univers, ouvrant la voie à son adaptation pour le grand écran. Et moi, j'étais persuadé que vraiment, à la base, c'était des jeux. Non, c'est une série YouTube. Comme quoi, on en apprend tous les jours. Le plus jeune réalisateur de l'histoire de A24, avec Backrooms, Ken Parsons, signe son tout premier long métrage à l'âge de seulement 20 ans. Cette précocité lui permet de devenir le plus jeune cinéaste à réaliser un film pour A24, soucieux de préserver l'identité de son œuvre originale. Il a participé à toutes les étapes de la fabrication des décors aux effets visuels en passant par la musique. C'est bien, remarque comme ça, et il sait que le film est vraiment comme il le voulait, quoi. Chiwetel Ejiofor, séduit par une mythologie unique. Pour interpréter Clark, Ken Parsons a fait appel à Chiwetel Ejiofor, oscarisé pour 12 Years of Slave. Oh, qu'il était beau ce film. L'acteur a été séduit par la richesse de l'univers imaginé par le réalisateur et par sa maîtrise absolue de la mythologie des Backrooms. Selon lui, Parsons connaissait chaque détail de son monde fictif et pouvait répondre à toutes les questions du casting. Un papier peint devenu une obsession. L'un des plus grands défis de la production concernait le papier peint des Backrooms. Considéré comme un élément emblématique par les fans, il a nécessité près d'1 mois de recherche. Le chef décorateur Danny Vermette a testé une 50aine de variantes avant de trouver la bonne teinte et les bons motifs, capables de restituer l'atmosphère étrange de la série originale. Des décors si vastes que l'équipe se perdait. Les Backrooms n'ont pas été créés uniquement en images de synthèse. Plus de 2800 mètres carrés, ça c'est énorme, de décors ont été construits sur 4 plateaux de tournage recouverts de milliers de mètres carrés de papier peint et de moquettes. Leur configuration labyrinthique était si complexe que la production a dû distribuer des cartes aux techniciens et aux acteurs pour éviter qu'ils ne s'égarent. Blender, l'arme secrète du réalisateur. Autodidacte des effets visuels, Ken Parsons a utilisé le logiciel Blender bien avant le début du tournage. Il y a modélisé les décors, les éclairages, les mouvements de caméra, afin de préparer chaque scène avec précision. Ces maquettes 3D servaient ensuite de référence à tous les chefs de poste pour reproduire fidèlement sa vision. Une photographie pensée pour accentuer l'immensité. Pour donner aux Backrooms leur aspect oppressant, le directeur de la photographie Jeremy Cox a utilisé une caméra Sony Venice équipée d'un système Rialto permettant de se glisser dans des espaces très étroits. Le film privilégie également les objectifs grand angle afin de renforcer le sentiment d'isolement des personnages face à l'immensité du labyrinthe. Une bande-son fabriquée à partir des sons du quotidien. L'univers sonore du film a été conçu pour transformer des bruits ordinaires en sources d'angoisse.
Ken Parsons et son équipe ont notamment travaillé à partir de bourdonnements de néons, de résonances mécaniques et de textures sonores familières progressivement déformées. L'objectif était de créer un langage sonore inédit, capable de rendre les backrooms encore plus inquiétantes. Et alors? Et on a une note de 3,4 en critique presse, Libé qui a bien aimé, Combini, l'Humanité qui a bien aimé. Ken Parsons signe son premier long-métrage pour le cinéma après une carrière précoce sur YouTube qu'il a érigé en prodige de l'horreur sur Internet. Au-delà du simple hommage, Backrooms prolonge l'univers horrifique, devenu un phénomène de masse. Mad Movies, Mad Movies c'est intéressant. Un sacré morceau de malaise créateur d'une mythologie presque entièrement neuve. Allez, on va aller voir Cinématiseur. Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Passé le premier malaise, Backrooms ronronne, tourne en rond comme son protagoniste, laisse l'esprit du spectateur vagabonder, voire rêver de ce qu'un Kiyoshi Kurosawa aurait bien pu tirer d'une idée aussi formidable. Ouais, ils sont durs quand même, ça reste quand même un premier film. Bon. Fourchette, acceptez-vous de prendre Karen Beverly pour légitime épouse? Je vous déclare maintenant couvert pour la vie. Qui a empoisonné la demoiselle d'honneur? Bonnie, il y a un colis pour toi. Merci, merci. Bonjour, je suis Lilipad. Jouons ensemble. C'est l'extinction. Ça recommence. Bonnie, le temps d'écran est terminé. D'accord. Il faut que je te parle, machine. Appelle-moi Lily. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. Oui. Et toi, t'es venu tout gâcher avec des... Je vois. Tu m'écoutes même pas. J'écoute toujours tout. Regarde. Avec les jouets, on a passé tout l'été à aider Bonnie à se faire des amis. En espagnol. Con los juguetes nos pasamos todo el verano ahí. Quoi? Proms pour étranger dans le placard. Woody. Jessie, salut. Est-ce que ça va aussi mal qu'on le dit pour les jouets? On en voit de plus en plus abandonnés chaque jour. On est fichus. La technologie nous a envahis aussi. Je sais pas quoi te dire, Jessie. Avec un jouet, on peut jouer, mais avec la tech, on peut tout faire. Je perds Bonnie à cause de cette machine. Je suis ton ami. Woody! Je suis venu le plus vite possible. Pourquoi tu portes une robe, Woody? Ça s'appelle un poncho, fourchette. Quelqu'un a un feutre marron. Halte! Qui va là? Wow, je viens en paix. Ça faisait longtemps, Cobray. Tu es quoi, un vieux monsieur en jouet? Quoi? Elle croit que t'es vieux parce que tu perds tes cheveux, Woody. Bonnie a besoin de quelqu'un né au même siècle qu'elle. Adieu les jouets. Ton ami, c'est Il nous faut du renfort. Je suis ton ami. J'y crois pas. Quand tout s'embrouille, Elle s'enfuit, Buzz! on va brouiller loin, très loin. Notre mission sur cette planète est de faire le bonheur d'un enfant. Rappelle-toi ce que ton vieux pote disait. Bonnie a encore besoin de nous. En avant, pile poil. Buzz, reste là, je vais avec eux. Tu crois que j'en suis pas capable? Oui, je suis ton ami. Joli poncho. Que c'est bon de les revoir se disputer. Ça m'avait manqué aussi.
1, 2, 1, 2. Ah, voilà. Tu me dis qu'il y a eu une coupure de son. C'est curieux parce que moi, j'ai pas eu de... J'ai pas eu de paquet perdu, rien, j'ai pas de perte. Curieux. Allez, qu'est-ce qu'on nous raconte de ce film? Certainement pas qu'ils veulent vendre des produits dérivés. Mais bon. Woody est de retour. Contrairement à ce que laisse entendre la fin de Toy Story 4, Woody est bel et bien de retour. La bande-annonce révèle qu'il est resté en contact avec ses anciens amis grâce à un talkie-walkie. Un détail malin qui permet de justifier son comeback sans annuler ses adieux. Le vrai méchant, c'est une tablette. Le grand antagoniste du film s'appelle Lilypad, une tablette en forme de grenouille ultra connectée avec laquelle Bonnie joue sans cesse. Elle incarne la concurrence directe des jouets traditionnels au point de menacer leur existence même auprès des enfants. Au complet, Tom Hanks, Tim Allen, Joan Cusack et Tony Hale reprennent leur rôle. Une fidélité rare à Hollywood, surtout pour une saga vieille de 30 ans. Ah ouais. Et ouais, c'est vrai qu'on a vu les premiers au cinéma. J'avais donc 11 ans. Et oui, c'est ça. Et des nouvelles voix prestigieuses. Parmi les petits nouveaux, on retrouve notamment Greta Lee, qui incarne Lilypad, ou encore Conan O'Brien. Lui, on sait pas ce qu'il fait. Toujours la même musique. Compositeur historique de la saga, Randy Newman signe à nouveau la musique. Une continuité essentielle puisqu'il accompagne la franchise depuis 1995. Bah oui, 30 ans, hein. Un anniversaire symbolique, ce 5e opus a été mis en chantier pour les 30 ans de la saga Toy Story. Un clin d'œil assumé par Pixar qui en profite pour questionner l'évolution du jeu sur 3 générations d'enfants. Woody prend de l'âge, un détail qui a beaucoup fait réagir. Woody apparaît avec une légère calvitie dans la bande-annonce, un clin d'œil amusant au fait que le personnage et la saga vieillit avec son public. Une co-réalisation inattendue. Le film est co-réalisé par Andrew Stanton et McKenna Harris, une première pour la saga principale qui marque un passage de relais générationnel chez Pixar. Jessie prend du galon. Jessie devient la leader des jouets chez Bonnie. Un changement de hiérarchie qui redistribue les rôles et offre un nouveau regard sur l'équipe. Buzz face à sa propre obsolescence. Ironie du sort, Buzz, symbole de modernité dans le premier film, pourrait se retrouver dépassé par des technologies bien plus avancées. Un joli retournement de situation 30 ans après ses débuts. My name is Sam. Dans la bande-annonce, on peut apercevoir un mystérieux prénom dans la chambre de Bonnie, Sammy. Pixar n'introduisant jamais rien au hasard, il pourrait y avoir ainsi un nouveau personnage qui se dessine. Un ponte de Pixar. Il s'agit du 5e film Pixar Animation Studio, réalisé par Andrew Stanton après 1001 pattes en 1998, Le Monde de Nemo en 2003, Wall-E en 2008 et Le Monde de Dory en 2016. Un buzz pas éclair. La première bande-annonce a été visionnée 142 millions de fois, soit le 2e plus grand nombre de tous les films Pixar après Vice Versa 2 en 2024. Et on veut pas de viewers. Tac, donc merci. Ça dégage. Hop. Un Back to Basics, Toy Story 5 aura un format d'image de 1,85 contrairement au 4e volet qui avait un 2,39. Il s'agit d'un retour au format des 3 premiers films, tous au format 1,85. Bon, et la presse, qu'est-ce qu'elle en dit? 3,5, c'est bien. Il n'y a pas vraiment de gros coup de cœur à 5 étoiles sur 5, mais on a quand même pas mal de 4. Qui c'est qu'on pourrait aller voir? Combini, tiens, c'est longtemps qu'on n'a pas vu Combini. Un retour gagnant pour la franchise Toy Story avec un récit moderne et rythmé qui plaira autant aux petits qu'aux grands, le tout avec une animation toujours époustouflante. Un pur divertissement familial. On va en choisir un qui a moins aimé. Allez, Lops. Rien de très neuf au scénario, qui voit la petite Bonnie se détourner de ses vieux jeux préférés pour les remplacer par Lilypad, une tablette connectée lui permettant de jouer en ligne avec ses nouvelles copines. Oui, bah après, en même temps, Toy Story, ok, on rajoute de la nouveauté, de la modernité, mais on peut pas non plus révolutionner l'histoire. Le principe, c'est toujours un peu le même, quand même. Allez, on continue. Avec Devient Génial, dont on regarde la bande-annonce. Guten Tag, je suis Mathias Bertin, je suis votre nouveau professeur d'allemand. Papa, dis pas
Prof d'allemand. Ah, ça, j'ai assuré, non. Ça va, tu prends tes marques? Ouais, carrément, tout va bien. Tant que... Ça fait 3 ans que je vis à 600 km de ma fille, je veux plus être loin d'elle. Et pour le voyage, tu vas faire comment? Quel voyage? Vous avez organisé un voyage en Allemagne. Je viens de finaliser le dossier. Vous avez prévu quoi? De la bonne humeur. Tout le monde dans le bus? En 45, les Allemands ont décidé de saboter les piliers du pont. Donnez-moi vos téléphones. Allez. Dès que je rentre, je porte plainte. Tout va bien, mais on a perdu un élève. Et on sait pas qui c'est. On arrive à un moment là qui va être hyper fort. Profitez de chaque seconde. Bienvenue les enfants. Jean-Jacques Goldman. On va vraiment dormir là? Ah, c'est parfait. Merci d'être là. Eh mais, c'est romantique, hein. Ça donne envie. Deviens génial. Du spectacle de fin de voyage. Bah, je t'en ai parlé. Faire un spectacle? Oui. Là, ce qu'on veut, c'est montrer à tout le monde que vous savez faire ça. Il y a une seule règle. Les éclater. Tout ça, je le fais pour toi, le voyage, le bordel. Pour nous. Je dois te rappeler le nombre de fois où on a frôlé la catastrophe depuis le début du voyage. Je me rends compte que j'aime bien ce qu'on vit, là. J'aime bien le voyage, j'aime bien les gens, les gamins, l'Allemagne. T'es une génie. Je t'aime. Können wir uns darauf einigen, dass dein Kopf aussieht wie ein riesengroßer Pimmel? Ja? Ja. Ja? Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Naissance du projet devient géniale l'idée d'une conversation entre Léo Grandperret et le producteur Maxime Delaunay, dont le grand-père a été un des fondateurs du comité de jumelage franco-allemand en Normandie. Le cinéaste se rappelle, j'ai trouvé ça assez fou, cette histoire de comité de jumelage. Je me suis rendu compte que ce sont des gens qui n'avaient rien à voir ni avec le gouvernement, ni même l'armée qui se sont mis d'accord pour faire la paix entre eux, sans que personne ne les force à le faire. C'était un vrai élan populaire, et qui a eu énormément de succès à un moment, et moins maintenant. Et j'étais curieux de creuser l'univers de ces gens, qui sont un peu des oubliés de la société, mais qui ont eu un rôle très important. Angle, Léo Grandperret a choisi de raconter cette histoire par le prisme d'une relation entre un père et sa fille, puis avec l'auteur Sébastien Mounier, le réalisateur a étendu le thème à des gens qui ne sont pas pris suffisamment au sérieux par la société. Nous avons souhaité rendre un hommage léger à ceux que la société ne trouve pas rentables, comme les enseignants, des gens qu'on ne regarde plus, alors que nous leur confions ce que nous avons de plus précieux, nos enfants. Manu Payet participe au scénario. Léo Grandperret est repassé sur le scénario lorsque Manu Payet a rejoint le projet. Quand il est arrivé, on a décidé que son personnage serait une espèce de renard un peu escroc, mais qui par un sourire devient touchant. On ressent une empathie automatique pour Manu, ce qui s'est communiqué à son personnage auquel il est impossible d'en vouloir longtemps. C'est merveilleux de travailler avec Manu parce qu'il veut comprendre exactement pourquoi on fait les choses. Il a besoin que tout soit justifié, il a donc apporté de la rigueur au scénario. C'est notamment lui qui a eu l'idée que son personnage soit un prof d'espagnol qui se fait passer pour un prof d'allemand. Mela Bédia de la partie. Mela Bédia a été la première à accepter le projet. Elle a été d'une générosité incroyable, y compris avec les enfants sur le tournage. Elle a été mon ange gardien. Pour Marie-Julie, je suis tombé sous le charme de son jeu. Elle possède l'incroyable capacité de rendre les autres meilleurs. Un coach de valeur. Les enfants dans le film ont apporté l'enthousiasme et l'énergie nécessaires au bon déroulement du projet. Le metteur en scène Léo Grandperret se souvient. Lucas Lecointe, leur coach, est pour beaucoup dans la façon dont ils ont géré le tournage, qui était souvent compliqué. Le film n'aurait pas été le même sans sa contribution. Il a su créer une ambiance de travail sérieuse et détendue où tout le monde se sentait libre de faire des propositions. On a longtemps pensé qu'il fallait souffrir pour faire un film. Je ne l'ai jamais cru et ce tournage m'a prouvé que j'avais raison. Et voyons voir la presse. 3,4. On est sur... Bon, il n'y a pas grand monde qui a été le voir, mais on est sur des films réjouissants, familiales, qui n'est pas sans rappeler Nos jours heureux. Ah, Nos jours heureux, ça revient beaucoup. Choc culturel qui donne lieu à des scènes souvent désopilantes portées par une bande de jeunes acteurs
qui jongle adroitement avec l'humour et la tendresse. Oui, voilà, une petite comédie d'été comme ça qui fait du bien. Allez, on continue avec Jim Quinn, dont on ne peut pas regarder la bande-annonce. Le film est interdit au moins de 12 ans. Ce n'est pas un film pour enfants. Pas du tout, du tout, du tout. Je vous lis le synopsis. Jim, icône sexy de la scène gay parisienne, voit sa vie basculer lorsqu'il contracte l'hétérose, un étrange virus qui transforme les hommes gays en hétérosexuels. Il voit alors tout le monde lui tourner le dos à l'exception de son dernier follower et premier admirateur, Lucien, un jeune homme qui peine à s'assumer. Ensemble, ils partiront en quête d'un mystérieux remède capable de guérir Jim et d'empêcher l'extinction de l'homosexualité. Voilà. Alors, hop, on met en plein écran. Qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Qu'il a été présenté en séance de minuit au Festival de Cannes de cette année. Premier film, il s'agit du premier long métrage réalisé par le tourneur, et ça c'est assez fou parce que s'attaquer à des sujets comme ça et le pousser loin, parce qu'ils y vont, hein, il y a de la référence toutes les 2 minutes, il est vraiment chouette à voir comme film. Que ce soit un premier film, moi ça m'a surpris. Hein. Marco Nguyen et Nicolas Attane. Auparavant, chacun des deux avait réalisé un court-métrage. Marco Nguyen avait notamment signé Le Building en 2005, tandis que Nicolas Attane avait réalisé un tour de manège en 2009. Un projet de longue date. L'idée du film remonte à plusieurs années. À l'origine, les auteurs voulaient simplement créer une satire légère drôle sur les différences entre homosexuels et hétérosexuels, mais c'était sans compter sur le contexte politique qui a finalement donné une dimension beaucoup plus engagée à Jim Quinn. Une blague et de la politique. Au départ, il y avait juste une plaisanterie autour d'un virus fictif. Mais en raison de l'actualité internationale, ce délire comique a pris une résonance inattendue. Ainsi, presque malgré eux, Marco Nguyen et Nicolas Attane se sont retrouvés à apporter un propos militant dans leur film. Paris la nuit, Jim Quinn s'inspire directement de la propre expérience de Marco Nguyen, très actif dans le milieu LGBTQIA+ parisien. Ces soirées et rencontres ont nourri l'univers du film, en particulier dans la création des personnages et des situations ultra réalistes. Déconstruire les idées reçues. Avec Jim Quinn, les deux réalisateurs ne voulaient pas se moquer des hétérosexuels, mais plutôt critiquer l'hétéronormativité, à savoir ce modèle de vie standardisé, maison, enfant, voiture. Le long métrage joue ainsi sur l'inversion des normes pour mieux les questionner. L'accord d'un studio. Le studio Booby Pills, qui a produit le film, a immédiatement adhéré à l'univers déjanté du projet. Plutôt que de freiner la créativité de Jim Quinn, il a surtout encouragé les réalisateurs à faire davantage preuve de folie créative. À plusieurs mains, pour le scénario, Marco Nguyen et Nicolas Attane ont été aidés de Simon Balto. L'arrivée de collaborateurs aux regards différents, notamment hétérosexuels, a permis d'enrichir le projet et d'éviter une vision finalement trop réductrice. Et vraiment, on passe un très très bon moment devant, mais ça n'arrête pas. S'il y a des références, il y a des... à l'actualité politique, à l'actualité mondiale. C'est vraiment impressionnant. Il faudrait limite se prendre un petit carnet pour noter toutes les références, les clins d'œil, les allusions. C'est très très riche comme film. Et oui, on est là, on a une superbe note de 4,1. Mad Movies, allons voir. L'œil est caressé par la profusion visuelle de chaque plan. L'oreille chatouillée par l'acidité des dialogues, les zygomatiques secouées par une infinité de détails couillons et d'élan satirique porté à un délicieux paroxysme. Cinématiseurs, ils ont fait simple, un gros plaisir gonflé à bloc, et ça, oui, je suis entièrement d'accord. Écran large, un vrai film pop malin qui fait de son mix d'influences un cri de ralliement culturel, et puis qu'est-ce que c'est drôle. Tout à fait l'humain, le film assume fièrement sa charge politique, incarné dans une confrontation finale avec une antagoniste sans équivoque dont le patronyme en renvoie autant à Christine Boutin qu'aux années SIDA. Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas aimé? Ah ouais, donc vraiment, même ceux qui n'ont pas aimé, ils ont quand même mis 3, ce qui est quand même plus que la moyenne. Et donc les fils du cinéma, d'abord joyeusement et transgressif, camp. Ouais, ce premier long-métrage d'animation s'épuise et se disperse sur la durée. Oh bah dis donc, alors déjà la durée, il fait moins d'1h30.
Donc franchement, je trouve pas qu'on ait le temps de se disperser. Moi. En croisant les symptômes d'Ulysse, sa sursensibilité à certaines choses, on peut soupçonner un syndrome génétique. Je ne peux pas vous dire jusqu'où il pourra rattraper ses difficultés. Aimez-le, comme n'importe quel autre enfant, c'est ce qui l'aidera le plus. Vous êtes enseignante spécialisée? Non. Moi, j'ai une licence de lettres. Il y a une grande liste d'attente, donc vous n'êtes pas sûr d'être pris. Voilà. Je suis instituteur spécialisé, je ne suis pas magicien. Et là, on part de très loin. Regarde-le, il a pas l'air malheureux. Est-ce que tu sais ce que tu veux faire plus tard, comme métier? Chef de cuisine. Aie confiance, mon enfant. Vous choisissez les élèves les moins handicapés sur le papier sans faire d'essai. Nous avons trop de demandes. C'est quand même adapté pour des personnes handicapées. Oui, bien sûr. Mais on a quand même des obligations de rendement. De rendement? C'est quoi toutes ces associations qui gèrent l'argent de l'État? Ils vous contrôlent des fois? Mais tu peux pas lutter contre la réalité. Il peut pas travailler, bah c'est pas grave. Ulysse, il est capable d'apprendre encore. Il aime être dans la vraie vie, se balader, parler à des gens, faire des vraies choses. Et en plus, il a un rêve, tu devrais comprendre ça, toi, non? Je suis très fière de toi, mon amour. Allô, allô, allô. Oui, c'est bon. C'est pas le micro, faut que j'arrête de le bouger en fait. Faudrait que je trouve un autre micro pour aller au bureau. Bon, on reprend. Bon, vous avez eu la bande-annonce quand même. Donc, Volps, oui, merci, ça va bien. Et toi? À part une chaleur à mourir. Et merci du coup pour le follow. T'étais pas follow. Ah ouais. Eh ben dis donc. Et donc là, normalement, on a du son, on a tout ce qu'il faut. C'est bon. Ah oui, c'est vrai, tu m'avais dit que tu avais changé de compte. Oui, 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 tout à fait. Une histoire née de l'intime. Laetitia Masson n'avait jamais envisagé de faire un film sur son propre fils. C'est seulement lorsque celui-ci a trouvé sa place dans le monde qu'elle a ressenti le besoin de raconter ce parcours hors norme. La réalisatrice voulait interroger le regard porté sur le handicap et montrer comment la société peut enfermer les différences au lieu de les accueillir. Elle décrit ainsi Ulysse comme un récit d'apprentissage profondément universel, nourri de 20 années d'expérience personnelle. Tu es fiancé, mais félicitations! Félicitations, bravo! Bravo à vous, parce que du coup, tu t'es pas fiancé à toi-même, donc bravo à vous. Je suis content pour vous. Le vrai fils de la réalisatrice devant la caméra. Au départ, Laetitia Masson imaginait faire appel à plusieurs jeunes comédiens pour incarner Ulysse à différents âges. Mais ses producteurs lui soufflent une évidence, faire jouer son propre fils, Alphonse Robert, dans la partie adolescente du film.
La cinéaste hésite, craignant un geste trop autobiographique, avant de réaliser qu'il était le plus légitime pour porter cette histoire. Alphonse accepte finalement avec simplicité. Si ça peut te rendre service, pourquoi pas? Des dialogues à inventer sur le plateau. Le tournage avec les jeunes interprètes atypiques a demandé une méthode très particulière. Certains enfants ne pouvaient pas mémoriser précisément les dialogues et réinventer leurs phrases en pleine prise. Laetitia Masson a choisi de conserver cette spontanéité qui apportait selon elle une vérité inattendue à la fiction. Même Alphonse Robert s'est approprié les textes, donnant au film un ton très organique et presque documentaire. Stanislas Mérard a transformé son personnage. Le rôle du père était initialement peu développé dans le scénario. Après une rencontre avec Stanislas Mérard, la réalisatrice découvre chez l'acteur une grande mélancolie et apprend qu'il avait étudié le piano avant le cinéma. Elle décide de réécrire entièrement le personnage autour de cette sensibilité et d'en faire un pianiste. Certaines scènes improvisées entre Mérard et Alphonse Robert, notamment sur la plage, ont même fini par les moments les plus émouvants du film. Une caméra pensée à hauteur d'enfant pour filmer la singularité d'Ulysse et des autres enfants. Laetitia Masson voulait une mise en scène très proche de leurs sensations. Elle a notamment utilisé de nombreux zooms qu'elle contrôlait elle-même pendant les prises, afin que l'objectif épouse les émotions des personnages. La réalisatrice cherchait moins à expliquer qu'à faire ressentir. Cette approche visuelle donne au film une dimension sensorielle et poétique rarement présente dans les drames sociaux. Élodie Bouchèze, bien plus qu'une actrice sur le plateau, Élodie Bouchèze a dû constamment s'adapter aux réactions imprévisibles des enfants comédiens. L'actrice gérait les situations en direct tout en restant plongée dans l'émotion des scènes, au point que Laetitia Masson disait qu'elle mettait en scène certains plans avec elle. Cette proximité a créé un véritable lien physique et affectif entre Bouchèze et Alphonse Robert. Leur complicité progressive à l'écran a largement nourri l'authenticité du film. Et on a une très belle note de 3,7. Bande à part. Laetitia Masson bouleverse en injectant dans son univers créatif un pan de son vécu personnel et familial. Ulysse s'affirme comme un trajet fictionnel plein de vitalité, comme une ode à la singularité et comme un chant d'amour à son fils. L'humanité, pour son film présenté en sélection à certains regards lors du dernier festival de Cannes, Laetitia Masson s'est inspirée de sa propre histoire, de sa bataille pour l'intégration de son fils dans la société. L'odyssée d'une mère pour intégrer son fils lourdement handicapé dans la société. Et chez les moins bons, qu'est-ce qu'on a ni ce matin ou en même temps? Les Inrocks, allez, histoire de dire, probablement parce que Laetitia Masson aime trop son sujet pour le regarder froidement avec la cruauté nécessaire. C'est ailleurs que Ulysse flanche dans ce qu'il pardonne. Le père Stanislas Mérard fuit pour aller jouer du piano en Amérique et le film, au lieu d'interroger cette fuite, l'auréole de mélancolie lui offre ses plus beaux plans au clavier de crooner à la mine triste. Oui, bah après c'est des choix, hein, ça. Mais bon, on a quand même une très belle moyenne et quand même beaucoup de journalistes qui ont aimé le film. Allez, on continue avec Hannah, dont on regarde la bande-annonce. Genre, j'ai envie qu'il me prenne un peu de la graisse de là, genre judo comme ça, et il me la remet genre Mais non, harmonieusement. mais non, t'es très bien comme ça en fait. Il y en a encore pour longtemps là, ça fait 1 heure que j'attends. Bah c'est bon, on est au grec madame, on n'est pas au Phuket, faut se calmer. Faut savoir qu'aujourd'hui, je suis une personne hyper sérieuse, j'ai un travail, je suis indépendante, j'ai une vie qui est carrée. À 17 ans, moi j'étais déjà mariée. Bah c'est bien. Si j'ai un conseil, moi, à te donner, évite les Arabes. Mais tu sais que c'est raciste là ce que t'es en train de dire. En plus t'es arabe, t'appelles Myriam et tu manges du couscous, donc arrête de t'inventer une vie s'il te plaît. Ça va ou quoi la meuf? Ça va? Elle va vendre ses chaussettes sales sur le bon coin. Mais tu peux pas aller travailler comme tout le monde. Mais je travaille en fait. Qu'est-ce que tu fais avec un mec comme ça? Et passe son temps à faire les allers-retours en prison. Non mais Chana, faut que tu quittes Moïse là pour de vrai. Il sert à rien, frère. Il manque 3000 €. Va chercher mon dosé. Tiens, cadeau de ton kebab. Tu sais, il sort vendredi. T'es sérieuse là? Le prix de l'argent dans sa caisse, il va me tuer, j'ai besoin de le rembourser. Non mais j'en ai rien à foutre, Chana, j'en ai rien à foutre. J'essaye de tout faire bien, mais y a rien qui va. Je me suis occupée de toi, j'ai fait tout ce que j'ai pu, franchement. Bah t'as pas fait beaucoup. Bien glow up, on les tèche ces mecs de merde. En avance, girl power.
C'est fini, me rappelle pas, je te bloque. Je te bloque. Ta gueule. Pardon. C'est cool, frère. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit du film? Une collaboration longue de plus de 15 ans. La réalisatrice Lila Pinel et l'actrice Eva Walt se connaissent depuis 2007. Cette dernière n'avait que 10 ans à l'époque. En effet, la cinéaste tourna alors son premier documentaire dans une colonie de vacances où Eva séjournait. Elle et ses deux copines Emma et Salomé formaient une bande que je ne pouvais pas lâcher. C'est comme ça que je l'ai connue. Ensuite, on a continué à se voir tous les quatre. Dans le cadre d'un projet un peu informel, elle venait chez moi et je l'ai filmée en train de cuisiner, de faire comme si elle vivait seule dans mon appartement. Je n'en ai rien fait hélas, mais elle dégageait une vitalité dingue que j'adorais. Après s'être un peu perdu de vue, Pinel et Walt se sont retrouvés en 2019. Pinel a eu envie de mettre en scène Walt dans une fiction donnant lieu à un moyen-métrage Le Roi David 2 ans plus tard. Mélange des genres, Shanna puise autant dans le naturalisme social, la comédie, la fable mythologique que le thriller. Lors de l'écriture, Lila Pinel était confrontée à la difficulté de faire coexister plusieurs trames narratives. Quand j'ai fait une résidence d'écriture avec le groupe Ouest, j'ai débarqué complètement perdu. Je n'avais jamais écrit de scénario de long métrage. Là-bas, j'ai été poussé à lâcher le réel, à essayer d'imaginer une histoire en évacuant les scènes concrètes que j'avais en tête, en partant plutôt des questions qui me taraudaient, la transmission, les origines. Parmi les films qui l'ont influencé, elle cite Serious Man des frères Cohen et Uncut James des frères Sadfi, dont elle appréciait la manière d'injecter le réel dans le réel des éléments inhabituels et de mélanger l'angoisse et l'humour. 16 mm, Shanna a été filmée en pellicule 16 mm, un format que la réalisatrice avait déjà utilisé sur son moyen-métrage Le Roi David. Quand j'ai capté des répétitions du Roi David avec mon téléphone, j'ai eu l'impression de voir la télé-réalité avec des filles qui se disputent, filmées à l'arrache. Je me suis beaucoup questionné comment filmer ça sans cette vulgarité du regard. Le 16 mm permet, selon elle, un autre regard et d'éviter le voyeurisme. Il lui a aussi imposé une préparation rigoureuse car elle ne pouvait pas multiplier les prises. Une bague qui agit comme amulette. L'idée de la bague héritée de la grand-mère n'est pas un simple ressort narratif, mais agit comme un pont entre des cultures que l'on oppose souvent aujourd'hui. Les traditions juives et arabes, cette amulette rappelle des circulations anciennes et une histoire commune oubliée. Cette bague signale et rappelle des circulations anciennes, une histoire commune à laquelle il faut réussir à se raccrocher aujourd'hui, explique la réalisatrice. C'est aussi elle qui met littéralement le récit en mouvement, passant de main en main, comme Shanna passe d'un monde à l'autre. Et on a une très belle note. On n'a pas été voir France Info ce soir. Dans le rôle de Shanna, Eva Walt crève l'écran au centre d'une distribution brillante, avec éclat, ardeur, mais aussi une grande finesse. L'actrice exprime chaque facette des questionnements lancinants de son personnage, comme l'émancipation, la féminité, mais aussi la transmission et la recherche d'un positionnement par rapport à une lignée, une identité culturelle et religieuse. Ouais, même ceux qu'on peut aimer ont mis 3 quand même. Les fiches du cinéma, allons voir. Du réel refabriqué entre naturalisme social et films de genre, avec Shanna, Lila Pinel signe pour son premier long une surprise qui donne le ton d'un nouveau cinéma, un film dédié à un personnage qui en épuisera certains, autant qu'il en bouleversera d'autres. Voilà donc pour Shanna. On continue avec un autre personnage. Giacomo, The Giacomo, dont on regarde la bande-annonce. Frérot, faut que tu commences ton film avec cette scène. Là, vous allez voir ma vie d'influenceur. Et vous allez voir l'histoire, elle est incroyable. Ça va aller assez vite, donc essayez de pas trop cligner des yeux. Oula! Je me présente, je m'appelle Giacomo. Mon objectif, c'est les 1000K en fait. Moi, je suis parti de Amiens, j'habitais tout seul. Mes postes, je les voyais comme des tableaux en fait, de grands maîtres. Giacomo, c'est quoi son problème? Comment tu fais pour avoir 1000K? T'achètes du chocolat? Oui. J'ai capté le truc. C'est Giovanni, hein? Giacomo. Ah, Giacomo, oui. Vous avez été acheté par Dubaï, non? Jamais de la vie. Ah bon? Sinon, je me serais vendu.
C'est l'histoire d'un petit gars d'Amiens, prêt à tout pour ne plus être un Mister Nobody. C'est féerique en fait, comme Blanche-Neige. À la base j'étais un nain, maintenant j'ai l'impression d'être la princesse. Je suis Giacomo. Est-ce que t'es expert dans un domaine? Tu vas pas devenir le king, le machin comme ça. Je suis avec Ragnar le Breton. Ça tue. Il s'est passé une dinguerie là. J'aurais pas pu faire mieux pour rentrer dans le game franchement. Amiens, Paris, Dubaï. Ce film c'est quoi? Une success story. Ambiance Apollo Creed. Non, Apollo 13. Il y a des gens qui disent l'argent ça fait le bonheur. Moi je vais te dire c'est la célébrité qui te fait le bonheur. Vous savez c'est très grave ce que vous dites. Ça va être un truc de fou. On va péter le game. Ça tue. Voilà, bon. Moi, personnellement, la bande-annonce me donne pas du tout envie. Allez, on continue avec un documentaire, La baleine et le musicien, dont on regarde la bande-annonce. La musique, ça me permet d'exprimer des choses, de les partager avec les autres. Un jour, je reçois une vidéo. C'est un marin qui écoute ma musique en mer. Et puis, il y en a d'autres. Bon, bah, je vous confirme, la musique de Ron. Incroyable, ce sont des baleines qui apparaissent. Est-ce qu'il y aurait quelque chose dans ma musique qui aurait fait réagir les baleines? Tu vois, tous ces trucs un peu aigus, ça va les passionner, quoi. Plus j'y pense, et plus cette idée m'obsède. Composer de la musique avec une baleine. Pour communiquer avec elle. En fait, si elle chante, est-ce que toi, ton intention, c'est d'imiter ces sons-là et peut-être de brouiller le message qu'elles sont en train de se passer? Je me demande quand même, est-ce que je devrais le faire? J'ai envie d'aller les voir, de les écouter, d'apprendre leur chant et de créer quelque chose avec elles. Ce serait génial d'essayer de faire de la musique avec les baleines. T'as vu tout à l'heure, j'ai vu que t'avais la chair de poule aussi quand on les a entendus. Faut faire attention avec les émotions quand même. Plus on est personnel, intime, et plus on a de chance d'être universel. Je vais leur parler à ces baleines. Voilà, Ron, moi, musicien que j'aime beaucoup, je trouve qu'il a une musique qui est très intéressante, qui change un peu de ce qu'on entend hein, dans l'électro et habituellement. Et alors là, c'est un véritable plaisir de le voir comme un gamin essayer de communiquer avec les baleines, de comprendre les fréquences, de tout ça. Et c'est vraiment ouais, un beau film, quoi. On a envie que l'expérience réussisse, ouais, c'est vraiment chouette la communication qu'il arrive à créer, l'idée qu'il arrive à mener jusqu'au bout, malgré les doutes, malgré voilà, sans tout ça, parce qu'on le voit dans la bande-annonce, il y a une des scientifiques, il est toujours accompagné de scientifiques, et une des scientifiques qui lui dit, mais en fait, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux brouiller leur message et risquer qu'elles se comprennent pas? Et en fait, non, il veut vraiment essayer d'accéder à cette langue des baleines. Et ouais. Puis alors, voilà, il a une passion, il est comme un gamin sur ce bateau et ça rajoute d'autres trucs, quoi. Allez, on continue avec l'illusion de Yakushima, dont on regarde la bande-annonce. Bonjour. Bonjour, Corey. Bonjour, Madame Tissa. High five. Ça va, mademoiselle? It's her surgery today, so a bit nervous, but I'll come check on you later. Thank you. Au Japon, par million d'habitants, on trouve que 0,5 donneurs, ce qui est le niveau le plus bas des pays développés. Cultural value. Ah, そうですか。わかりました。Un donneur? Oui.
遠くにいるお友達が久しくんに元気な心臓を分けてくれます。しっかりしろ。頼むぞ。7時40分鹿児島空港離陸しました。 Beating is good. Venting back on. はい、ベントン。死が終わりじゃないんだなっていうのは正直思いました。あの子たちもう1年以上会ってないからね。Alors je sais pas où on va, mais on reste dans le cœur des gens, vivant pour toujours. Et voilà donc pour ce film avec Vicky Krieps en tête d'affiche. On la voit de plus en plus, et elle choisit bien ses films, elle mène bien sa carrière. Elle nous propose des jolies choses. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit de ce film? Le phénomène des Joatsu. Joatsu, terme qui veut dire littéralement, pardon, évaporer, désigne au Japon les personnes qui disparaissent volontairement. Il s'agit d'un véritable phénomène au pays du soleil levant, où on estime qu'environ 100 000 personnes par an disparaissent sans laisser de traces. Mais c'est énorme! Les raisons à l'origine de ce choix sont multiples. Certains préfèrent prendre leur distance avec la société car ils ont honte après avoir perdu leur travail, tandis que d'autres cherchent à échapper à leurs dettes ou à un mariage arrangé. C'est ce phénomène qui a d'abord inspiré Naomi Kawase. On avait eu des films déjà sur ce sujet-là, des disparitions. À Naomi Kawase, l'illusion de Yakushima. Cette question a précédé celle des greffes d'organes. Je ne voulais pas l'explorer à travers un documentaire. S'agissant des disparitions, la loi japonaise prévoit que lorsqu'une personne est portée disparue, sa famille peut la déclarer morte 7 ans après sa disparition, alors que dans la plupart des pays occidentaux, ça fonctionne différemment. Quant à la définition de la mort au Japon, quand le cœur d'une personne bat encore, c'est à la famille de décider si cette personne est morte ou vivante, même si son cerveau a cessé de fonctionner. Comme dans le cas des personnes disparues, les proches ont la main sur l'acte de décès. À travers le personnage de Cory, je voulais apporter un regard neuf et plus objectif sur ces questions. Le choix de Vicky Krieps. 5 actrices ont été en lice pour le rôle, mais c'est Vicky Krieps qui a séduit la réalisatrice. Vicky m'a paru vraiment unique. D'autres dans la liste étaient très talentueuses, mais Vicky avait quelque chose de plus naturel. Elle collait mieux au projet. L'énergie qu'elle dégageait m'attirait beaucoup. Avant le tournage, elle a passé du temps à Kobe pour préparer le rôle et rencontrer les enfants à l'hôpital. Là, je pense qu'un film comme ça, oui, 3,4, on a des très belles notes ce soir sur les films. Cinématiseur, l'illusion de Yakushima convaincant réserve dans ce qui est peut-être ce que la cinéaste a fait de mieux depuis La forêt de Mogari. C'est vrai que c'était elle. On n'a pas été voir à lire.com ce soir, ils sont où? Mais ils l'ont pas vu là. Non. Ah, Critique 4 qui n'a pas aimé, voyons voir. La mise en scène ne parvient pas à donner forme à cette fable aux accents mystiques où se mêlent l'amour, la mort et la nature. Ok. Allez. On continue avec un film d'animation pour le jeune public à partir de 3 ans. Les beaux jours, on regarde la bande-annonce. T'as vu l'heure? Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Hein? Regarde où tu vas. La 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 la
voilà donc pour cette jolie bande-annonce. Allez, on continue avec nos victoires fragiles. On regarde la bande-annonce. J'ai trouvé un prof de tennis qui pourra te donner cours pendant les vacances. Attends, quoi, t'es sérieux? Ouais. Il s'appelle Nicolas, il paraît qu'il est super et comme ça t'auras des cours particuliers. Lisa, allez, stop, on arrête. Je t'ai déjà dit d'apprendre à gérer tes émotions. Chérie, je veux vraiment que tu te concentres sur ce sport, c'est important. Et cette fois en plus, je t'ai pris un super coach, il coûte très cher, donc tu écoutes bien ce qu'il dit et tu vas faire plein de progrès. Je suis nulle au tennis. Mais non, t'es pas nul. Pourquoi tu dis ça? Tu m'ignores, c'est ça? Je t'ignore pas, mais là c'est important. Laisse tomber, je veux rentrer. Hé, Lisa, non, ça par contre, j'accepte pas. D'accord? Tu dois respecter le matériel. Et ce que tu fais. Je pense que c'est assez grand de rentrer tout seul. Je pense pas t'avoir manqué de respect. Mon rêve, ce serait de l'avoir à Roland Garros. Roland Garros, le rêve de tous les parents. Mais on va tout faire pour. Hein, Lisa? Envie de Nicolas à dîner. Lui aussi, il adore les pizzas comme moi. Ah, bienvenue Lisa, enchantée. Enchantée. Je vais aller le voir. Hein? Comment t'as fait ça? Allez, je vais prendre verre. Ça sert à quoi ça? S'il fallait pas la montrer. Ah bah j'ai oublié. Alors, c'est quand on invite Nicolas à dîner? Je t'ai déjà expliqué que pour inviter quelqu'un à dîner, il faut le connaître. Tu devrais la voir jouer au tennis. Elle va devenir la meilleure joueuse que j'ai jamais vue de ma vie. Ah oui, t'es sûr? Mais non, c'est la réalité. Arrête avec cette obsession, ce n'est pas la réalité. Pourquoi t'as pas réussi, toi? Mes parents, ils ont jamais vraiment fait ce qu'il fallait pour. Mais toi, tu vas réussir là où j'ai pas réussi. Ça. J'ai des petits problèmes déjà de mixage. Le mixage au secours. Des problèmes de plan, de lumière. Ouf. Et, bah, voilà, c'est pas la joie, ce film. Bon, mesdames et messieurs, nous arrivons à la fin de cette émission et encore une fois, à mon plus grand regret, nous n'avons pas de Bollywood. Je ne sais pas ce qui se passe, mais on n'en a plus. C'est... je sais pas. Je savais pas dire. Mais c'est dommage, parce qu'on aimait bien finir les émissions avec Bollywood, quand même. Voilà. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous dis à une prochaine pour de nouvelles aventures. Restez au frais. Buvez de l'eau. Faites attention à vous. Et à bientôt.